On va maintenant passer à une table ronde, alors qu'on appelle en abrégé des élus engagés. Donc je vais inviter Muriel Douté-Bouton, qui est maire de Plélan-le-Grand, notamment. Alors c'est un peu long de mettre des fois tous les titres, donc on y reviendra ensemble tout à l'heure. Annick Barré, maire de Laz, et Thierry Restif, qui est maire aussi, mais voilà, qui va témoigner beaucoup en tant que vice-président chargé de l'énergie de Rechauffé Communauté. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. Alors, vous pouvez prendre un micro chacun. Voilà, dans l'ordre. Chacun, chacune. Et puis, on va commencer tout simplement, comme je vous ai présenté très rapidement, si vous pouvez nous dire 2 mots sur qui vous êtes, et puis en peut-être une carte postale, qu'est-ce que c'est votre territoire, à quoi ça ressemble. Annick, peut-être, pour commencer. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis maire de Laz, petite commune très rurale, de 685 habitants, qui fait partie de la communauté de communes de Haute-Cornouailles, à peine 15 000 habitants, vous voyez, donc elle est sur le fil par rapport aux critères acceptés. Une communauté de communes de 11 communes, dont la ville-centre est Châteauneuf-du-Fou. Et je suis parallèlement présidente de l'ALECOB, donc l'Agence locale de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne. Centre-Ouest Bretagne sur 3 départements, Finistère, Côte-d'Armor et Morbihan. 78 communes. On était à 82, on en a perdu par le regroupement, on en a perdu quelques-unes. Et donc, ma petite commune, effectivement, rurale essentiellement, encore 25 agriculteurs, tournés vers l'élevage, et avec un projet donc, qui a démarré en 2014, avec une nouvelle équipe, dont l'objectif était de revitaliser la commune. Nous avons fait un diagnostic que la commune était vraiment dans un état triste. C'est une commune triste. On passait, tout juste si on savait qu'on passait Laz, il y avait vraiment un sentiment de commune isolée, de commune triste. Nous sommes dit, on va retrousser nos manches. Et c'est ce que nous avons fait avec un projet de revitalisation sur, bien sûr, plusieurs années, sans limite, puisqu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine, dans la mesure où, justement, on ne sait pas non plus de quels moyens on va disposer dès le départ. Hein, c'est évident. Ceci étant, on ne s'arrête pas à ça, parce que si on s'arrêtait aux moyens dont on dispose sur le moment, on n'aurait peut-être pas le courage d'envisager des gros projets. Nous nous sommes dit, nous allons avoir l'ambition d'avoir un gros projet, et nous le ferons au fur et à mesure des années, en fonction des moyens que nous avons et que nous trouverons. Et je dois reconnaître que, et c'est un petit peu le message d'espoir que je donne toujours, parce que ce message d'espoir était important. On sentait un découragement de la population. À quoi bon, les élus, ils ne servent plus bientôt avec la communauté de communes. On n'aura plus besoin de maires, on n'aura plus besoin d'élus. Il y avait un découragement latent qui, moi, m'a profondément peut-être stimulée en disant, écoutez, on prend des responsabilités, ce n'est pas pour faire un constat d'échec, c'est pour dire on va faire quelque chose tous ensemble. Je rejoins donc Jackie Héniel quand il dit que c'est tous ensemble qu'on va faire les choses. Et ça a été finalement une réussite. Nous avons réussi... Vous allez nous raconter en détail. Hein. D'accord. On va y revenir sur le projet, merci. Mais en tout cas, c'était déjà un beau message qui donne la pêche pour démarrer. Muriel, peut-être même question. Du coup, vous êtes maire, mais pas que. Et puis, oui, en 2 mots, à quoi donc, ressemble votre territoire ? Muriel Douté-Bouton, maire de Plélan-le-Grand, en Ille-et-Vilaine. Donc, c'est une commune de 4000 habitants sur la communauté de communes de Brocéliande, qui compte 8 communes, 18 000 habitants. C'est la plus petite intercommunalité d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est mon 3e mandat, 2e mandat en tant que maire. J'avais fait un mandat en tant qu'adjointe à partir de 2008. Plélan se caractérise par sa situation frontalière avec le Morbihan, à la porte de la forêt de Brocéliande, et son marché dominical particulièrement développé. Et on a aussi la particularité d'avoir un vélodrome en plein centre-ville, et puis un parc éolien dont le porteur de projet est dans la salle. Thierry Rétif.
Alors Thierry Rétif, maire de Retier, une commune de 4400 habitants, au sud-est de Rennes, au sein de Rochauffé Communauté, dont je suis le vice-président en charge de la transition énergétique et du climat. Un territoire historiquement agricole, rural, industriel, un poids de l'agroalimentaire important, historiquement le siège de Bridel. Donc un poids de l'agroalimentaire important, donc des similitudes aussi avec Le Mené. Et j'étais comme participant il y a 10 ans ici, enfin pas dans cette salle, mais pas très loin. Déjà. Très bien, alors peut-être pour commencer, vous étiez tous élus précédemment, mais vous avez tous décidé de rempiler. Alors peut-être une question assez simple et assez générale. Qu'est-ce qui vous motive justement dans ce rôle d'élu? Et peut-être en particulier comment les questions de la transition alimentent cette motivation d'élu? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive en chemin? Est-ce que c'est quelque chose qui détermine votre engagement? Voilà, première question un peu générale, Annick. Oui, eh bien, alors en 2014, la transition énergétique était quand même moins prégnante. Je pense que depuis 3-4 ans, on sent très nettement cette évolution, pour ne pas dire évolution, mais en tout cas chez nous. Et donc en 2014, quand nous avons entrepris ce projet, avec bien entendu l'idée, c'était déjà de rentrer dans l'économie circulaire, de récupérer, puisque nous avions une déconstruction, de récupérer les pierres de l'ancienne maison pour refaire des murs, ce qui a été demandé notamment au bailleur social, là où nous avons déconstruit, nous avons 3 logements sociaux, donc nous lui avons demandé, nous avons fixé une espèce de cahier des charges, même au bailleur social. Peut-être, si vous voulez, prenez quelques minutes du coup pour décrire cette opération un tout petit peu plus en détail. Oui. Alors la première opération, ça a été de faire un constat de nombreuses dents creuses des communes, comme on en trouve dans beaucoup de petites communes rurales, bien sûr, de chez nous. Nous avons donc décidé de prendre ce problème-là à cœur et nous avons fait également, surtout, mais c'était évident, on n'avait pas besoin de bureau d'études pour ça, nous avons fait un diagnostic sur l'état des bâtiments. La mairie, la bibliothèque, enfin tous les bâtiments, la salle municipale, tout ça, c'était des bâtiments anciens qui avaient besoin d'être rénovés du point de vue énergétique. Nous avions franchement des passoires énergétiques. Donc un constat très rapide en disant bon, il y avait aussi bien sûr ce problème de l'accessibilité qui est un problème forcément à prendre d'emblée et qui est devenu obligatoire maintenant pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc ce constat nous a amené à dire voyons ce qu'il faut faire. Nous avions un vieux bâtiment qui était l'ancienne école, donc un grand bâtiment qui offrait un potentiel. Nous avons utilisé ce potentiel et à côté il y avait une ruine, un ancien commerce avec un hangar en plein centre-bourg, vraiment au cœur de bourg. Accolé à cette école, à côté, il y avait déjà la salle communale, donc qui avait aussi besoin d'être restaurée. Donc ce projet a été un projet global avec le démarrage par cette ruine qui était en état de péril imminent. Et nous avons fait là, tout de suite appel, bien sûr, aux partenaires que tout le monde connaît, l'établissement public, l'EPF, l'établissement public foncier, excusez-moi, je suis un peu émue là, de parler de mon tant que ça de monde. Nous avons fait appel à l'EPF qui nous a assuré du portage pendant 5 ans. Enfin, c'était 5 ans. En fait, il s'est trouvé que nous avons dû racheter l'ensemble. Alors, nous avons négocié pour 1 euro symbolique cette ruine. Il y avait quand même 2500 mètres carrés. Nous l'avons donc récupéré pour 1 euro symbolique. Mais au final, vu qu'il y avait de l'amiante dans le hangar et dans la maison la plus récente, ça nous est quand même facturé 70 000 avec le problème de désamiantage dont vous connaissez tous le coût, qui est un véritable problème et qui n'est pas prêt de se terminer avec toutes les porcheries, enfin tous les bâtiments agricoles qu'on va avoir à déconstruire. Et donc voilà, c'est parti de là et nous avons construit ce projet. Alors avec l'EPF, c'était quand même aussi une obligation d'avoir du logement. Et nous avons donc 3 logements, il y avait 5 lots de 400 mètres carrés en gros, avec un parking qui nous a permis d'agrandir notre petit parking également. Donc il y avait vraiment,
On n'a pas de mérite en disant ça parce qu'on a profité, on a eu cette opportunité et nous avons saisi cette opportunité, mais qui représentait quand même sur l'étude que nous avons faite avec un aspect très participatif. Nous avons fait aussi intervenir les partenaires que sont le CAUE et le FIA. Je ne sais pas si... Alors les CAUE, vous les connaissez peut-être, il y en a dans tous les départements. Le FIA, c'est Finistère Ingénierie et Assistance, qui est une émanation du conseil départemental également et qui nous aide dans nos opérations. Donc pour les petites communes, nous sommes très très aidés et je dois reconnaître que sans cette assistance, nous n'aurions pas eu la possibilité de mener les projets que nous avons menés, c'est évident. Et donc l'énergie, effectivement, chez vous, a été embarquée dans ce projet. Ça ressemble un petit peu au contexte sur lequel vous avez travaillé à Plélan-le-Grand. C'est une logique d'opération urbaine un peu structurante, embarquant l'énergie. Alors peut-être, pour revenir à ma question initiale, sur votre motivation, et du coup, comment ça se matérialise dans votre projet de mandature et dans les actions que vous menez? Alors, la motivation à se réengager, c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est bien sûr vrai pour l'intérêt général. Mais quand on a construit l'équipe qui s'est présentée en 2020, on s'est mis d'accord sur un socle commun autour de la solidarité, de la citoyenneté et du développement durable. Terme qui est maintenant un peu galvaudé puisque je pense qu'il faut passer la seconde. On est quelques-uns, je pense, dans la salle à travailler sur les questions énergétiques depuis longtemps. Moi, j'ai une pensée pour Gilles Petitjean, qui était délégué régional de l'ADEME, qui a pris sa retraite très récemment, remplacé avantageusement par Jean-Noël Guerre. Il va bien, hein, par ailleurs. Il va bien, mais quand on commence à dire aujourd'hui il y a urgence, mais ça fait longtemps qu'il y a urgence, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions-là, et on a l'impression que parfois les prises de conscience sont très récentes, alors qu'en fait elles sont très anciennes, donc maintenant il faut y aller, quoi. Donc pour moi c'était vraiment une condition à l'engagement, c'est-à-dire que l'équipe qu'on a construite se retrouve autour du développement durable et donc de la transition écologique dont la transition énergétique fait partie, pour qu'on puisse avancer et qu'on n'ait pas besoin de perdre du temps à des débats pour savoir si oui ou non on fait l'étude de faisabilité pour faire un réseau de chaleur en centre-bourg. Donc ça nécessite d'avoir une culture commune. Donc cette culture commune, elle a commencé à se construire avec une partie de l'équipe municipale à Plélan depuis 2008, puisqu'il y a eu un agenda 21 que j'avais piloté en tant qu'adjointe, couplé à la révision du PLU. Et puis ça a commencé, ces débats-là, à permettre, encore une fois, de la culture commune, de la compréhension commune, des enjeux, et de pouvoir avancer progressivement avec les moyens dont on dispose, parce que Annick le disait, mais voilà, on n'a pas de moyens illimités. Charge à nous de faire effet levier, d'aller trouver les financements et de trouver les opportunités pour pouvoir porter des projets. Donc sur Plélan, les choses se sont faites en fait depuis 2006 à peu près, avec un audit énergétique des bâtiments, une étude de faisabilité et d'opportunité pour un parc éolien. Ça s'est poursuivi progressivement avec l'introduction de matériaux écologiques et à faible énergie grise dans des rénovations de bâtiments. Puis on a passé la seconde, on est allé vers de la réhabilitation avec en totalité écologique et matériaux biosourcés, énergie renouvelable sur une école maternelle par exemple. On a continué par l'installation d'un réseau de chaleur avec une chaufferie bois alimentée par du bois agricole. Et puis on est encore allé plus loin avec la construction d'un équipement qui a d'ailleurs reçu un trophée hier par l'ADEME et l'ARS sur le prix santé environnement des trophées bretons du développement durable, donc un bâtiment passif avec des matériaux écologiques, préservant la santé de ses occupants. Et donc on avance progressivement comme ça, encore une fois avec les moyens dont nous disposons. Ça a presque l'air facile quand vous en parlez. En fait, c'est pas facile. Et ça demande beaucoup d'énergie, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut aussi savoir ne pas briser, moi, ce que j'appelle souvent l'élastique de la confiance, c'est-à-dire que quand on est maire et élu local, il faut aussi s'occuper des crottes de chiens, il faut aussi s'occuper de l'accessibilité, des trottoirs, du cimetière et du désherbage du cimetière avec toutes les questions que ça pose. Et donc, il ne faut pas oublier ces thématiques-là et ça nécessite d'avoir une équipe très engagée, des agents engagés, d'être très bien entourés. Nous, on s'appuie beaucoup sur le réseau Bruded, qui est un réseau assez exemplaire en Bretagne d'échanges de pratiques entre collectivités locales pour parfois faire du soutien psychologique, je dois le dire, parce que entre la gestion des affaires courantes et ce type de projet, ça demande effectivement d'être soutenu. Mais les partenaires financiers nous aident aussi
à avancer. Donc là, on poursuit avec l'idée de remplacer l'ensemble de nos chaufferies fuel par des énergies renouvelables, avec l'idée de produire de l'électricité, parce qu'on n'en est pas encore là, même si on a un parc éolien privé sur le territoire. Pour autant, nous, communes, on ne produit pas encore de l'énergie, même si on a substitué une partie de notre énergie fossile consommée par du bois notamment. Donc on a encore du travail. Mais ce qui est rassurant, c'est que, on en parlera peut-être après, c'est qu'on est en phase avec la population. Je parlerai peut-être du budget participatif après. On va y revenir juste après. Ouais. Peut-être Thierry, du coup, pareil, engagé depuis un petit moment. Vous avez toujours la foi ? Oui, je pense. Oui, j'y crois plus que jamais. Alors moi, je me suis engagé comme conseiller municipal et délégué communautaire en 2008. Et en fait, je suis aussi devenu vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement. Ce n'était pas forcément prévu au départ, mais c'est dire si les sujets environnement ne mobilisaient pas forcément les maires du territoire. Et moi, j'étais intéressé par ces sujets depuis mes études. Et j'avais envie de faire avancer les choses. Et déjà, en m'engageant comme délégué communautaire, je pensais que ces enjeux-là devaient être travaillés, réfléchis à l'échelle de la communauté de communes pour avoir plus de capacité d'action également. On va revenir spécifiquement sur l'intercommunalité, mais peut-être un mot sur la question centre-bourg, parce que ça a l'air d'être vraiment, dans les villes plutôt petites ou moyennes, un enjeu permanent. Vous êtes aussi, en tant que maire, du coup, spécifiquement là concerné par ça. Vous êtes aussi engagé dans ce type de démarche ? Oui, effectivement, au niveau de la commune, on est engagé à travers la révision de notre PLU. Donc je suis maire depuis 2014. On a engagé très vite la révision de notre PLU avec l'objectif de consommer moins de terres agricoles, de dynamiser notre centre-ville. C'est des choix politiques. On a décidé que la grande surface ne pourrait pas partir en périphérie, donc pour qu'elle reste à proximité du centre. Donc ça a été des choix forts de notre PLU. Et puis ça s'illustre aussi par des actions concrètes. Très vite, une opération de 12 logements en plein centre-ville avec une cellule commerciale, avec un bailleur social, en lien aussi avec l'établissement public foncier. Et puis un travail sur la dynamisation du centre-ville. On a répondu à l'appel à projet de l'État et de la région et on a été lauréat. Et c'est effectivement un soutien financier très important pour nos territoires, nos communes, qui va nous permettre de faire du renouvellement urbain et de favoriser à la fois l'habitat, diversifier les types d'habitat pour toutes les générations, être à proximité des commerces, être à proximité du centre-ville et des services de santé, et puis aussi toute une zone naturelle, des zones humides à valoriser, à préserver, presque 2 hectares à proximité de cette future zone d'habitat. Donc finalement, c'est le développement durable. On cherche à ce que ce soit vertueux pour l'environnement, pour l'humain, le social, et avec aussi un modèle économique à faire tourner. Et c'est parfois pas toujours si simple que ça. Et on peut avoir l'impression de faire un petit contournement de la question énergie, mais à vrai dire, le plus difficile à traiter, c'est l'enjeu de mobilité et d'accès aux services, qu'ils soient services publics ou services comme commerce, etc. Et cette question, à un moment donné, de la proximité, elle intervient forcément de manière structurante, parce que sinon, on ne sait pas très, très bien quoi faire, pour le dire rapidement. Peut-être et puis j'ai noté aussi, on y reviendra peut-être, alors là, c'était la phase plutôt positive, la phase positive, pardon. On verra peut-être le message que vous pourrez passer à vos partenaires, mais un peu plus tard sur cette table ronde, de partenaires qui sont vraiment déterminants sur toutes les opérations. Sur la question des habitants, justement, vous l'évoquiez, Muriel, Annick, tous les trois, justement, le lien aux habitants sur les questions de transition. Est-ce que vous devez les tirer ? Est-ce qu'ils vous poussent ? Comment ça se passe dans votre relation habitants et acteurs locaux, d'ailleurs, plus largement ? Écoutez, quand nous avons fait notre première démarche participative, nous avons eu satisfaction de voir la population. Bon, moi, je revenais après 4 autres mandats, mais bien avant, je revenais donc aux affaires communales en 2014. Et j'étais étonnée de voir que la population, nous qui avions une image un peu de village un peu mort, eh bien la population, quand effectivement nous avons lancé cette démarche, elle a répondu.
Elle a répondu, nous avons travaillé par des secteurs, sur des thématiques, et ça a été vraiment une heureuse surprise, si je puis dire. Et là, qu'est-ce que les gens apportent alors? Enfin, ils donnent leur avis, c'est-à-dire que voilà, on avait des idées, ils nous donnaient des idées en disant ben oui, là, ce serait bien de mettre peut-être une table d'orientation parce que nous avons un paysage un petit peu hors du commun, je dois dire. Je fais un peu de publicité pour ma commune. Hein. Nous sommes dans les montagnes noires et nous avons effectivement un paysage à souffler le souffle quand nous sommes au cœur du village. Et donc, c'est vrai que nous avons eu des idées et qu'ils ont vraiment participé. Et depuis, nous travaillons sur ce schéma qui s'est retrouvé. Bien sûr, il y avait des évidences. Hein. La réhabilitation de l'école, bon, ben, c'était évident que, vu les besoins que nous avions, donc ça a été quand même quelque chose. Mais c'était une démarche qu'on engageait. C'était quelque chose qui était innovant. Et quand on parle de la transition énergétique, il était évident que sans même en parler véritablement comme on en parle maintenant, ça a été engagé parce qu'on pensait économie d'énergie, on pensait démarche vertueuse, comme tu le disais, pour justement réhabiliter, pour restaurer, pour rénover. Pour entrer dans cette économie circulaire qui déjà, enfin, que j'avais lancée parce que je la trouvais très intéressante, parce que là aussi c'est une démarche d'économie en fait. Et nous avons fait alors par la suite justement des chantiers participatifs pour le coup. Et nous en sommes toujours là. Il y a encore 3 jours, nous avons eu, oui c'était lundi, des agriculteurs et nous avons de temps en temps, presque chaque année, un chantier avec les agriculteurs pour les bords de route. Alors effectivement, les routes c'est absolument essentiel, surtout dans un milieu rural. L'importance des routes, c'est à mettre en avant pratiquement. Mais pour le coup, ils participent avec leurs tracteurs et nous faisons des chantiers, alors de grands chantiers, ce qui nous permet d'avoir une économie sur les dépenses de la voirie que j'avais toujours fixées. Bon, c'est un peu long à raconter, mais dès le départ, j'avais proposé que la voirie, on se limite chaque année à un budget, qu'on fasse avec des chantiers, qu'on fasse participer les agriculteurs, mais que ça ne soit pas la boîte où on a toujours des besoins. On pourrait toujours goudronner, faire mieux, faire plus. Je leur ai expliqué que la vision que nous devions avoir, c'est que ce n'est pas avec de la voirie qu'on fait venir les gens dans nos communes. Ce n'est pas un signe de richesse, les agriculteurs l'apprécient peut-être, tout le monde l'apprécie bien sûr d'avoir des belles routes, enfin des routes pratiques en tout cas, bien entretenues, mais ce n'est pas ça qui fait qu'un bourg, qu'un village est réputé dynamique ou autre. En tout cas, il faut garder une marge de manœuvre pour faire aussi autre chose. Voilà, donc avec cette limite-là, elle est intégrée. Donc, de temps en temps, j'ai un petit clin d'œil. Est-ce qu'on peut faire plus cette année? Parce qu'on aura une route, là, nous avons quand même 68 km de voirie. C'est quand même important sur 3300 hectares. Pour une commune de 685 habitants, c'est quand même important. Donc, la voirie est un sujet prégnant chez nous. Mais ça a été intégré. Voilà. Et nous privilégions les investissements de restructuration et de revitalisation. Vous avez évoqué le budget participatif, Muriel, justement. C'est un des dispositifs un peu phares pour permettre aux habitants de participer au projet de la ville. Alors, c'est un des dispositifs. Donc, effectivement, ce qui est très rassurant, c'est que quand on met en place un budget participatif en 2018, en fait, on se rend compte que les réponses des habitants qui candidatent sont extrêmement diversifiées, complémentaires, mais très orientées autour de la transition écologique, du développement durable aussi, avec un projet de course nature, donc de course de running porté par des jeunes, avec des projets de photonaturalistes, donc en lien avec la biodiversité et la sensibilisation à la biodiversité, également des nichoirs à chauves-souris. Et puis l'année dernière, un projet porté par des habitants pour replanter des arbres. Il y en a quelques autres, je vous donne les plus emblématiques par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Mais ça montre bien que la population, et notamment les jeunes qui candidatent et qui font l'effort de se positionner sur un budget participatif, aujourd'hui sont très sensibles et intéressés par ce type de thématique. Le deuxième élément de réponse,
c'est que sur les projets effectivement de revitalisation de centre-bourg, on est aussi lauréat de l'appel à projet régional dynamisme des villes en Bretagne. On a construit tout le projet de revitalisation avec des ateliers de concertation où on associe la population. Les gens viennent et comprennent les enjeux, notamment les enjeux autour de l'artificialisation des sols et de la nécessité de reconstruire la ville sur la ville, de faire attention aux corridors écologiques, aux déplacements doux. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on offre dans une commune qui est quand même encore très routière, avec des passages de poids lourds, avec un usage de la voiture permanent, comment est-ce qu'on permet à des gens de switcher et de passer au vélo, de passer au déplacement piéton et de relier les équipements peut-être à vélo plutôt que de le faire en voiture. Et donc là, on a des gens qui participent, qui donnent des idées. À l'échelle communautaire aussi, on a passé la seconde avec sur le mandat précédent l'établissement d'un plan d'action autour du développement durable dont les idées émanent des habitants et des acteurs du territoire qui ont participé à la démarche. Et la mobilité est un vrai sujet. Donc nous, élus locaux, je pense qu'on est en phase avec les besoins de la population, même si on peut ne pas être d'accord avec tout le monde et si voilà, on peut être critiqué, si parfois certains considèrent qu'on n'avance pas assez vite sur certains sujets. Pour autant, j'ai l'impression que globalement, il faut qu'on poursuive sur ce chemin-là et toujours associer la population, expliquer ce qu'on fait, parce que par exemple, on sait qu'on a besoin de relocaliser l'économie, de travailler sur les circuits courts, de permettre aux agriculteurs de valoriser localement leurs produits. Donc on peut avoir l'impression que quand on achète une cellule commerciale pour y mettre un magasin de producteurs, on est un petit peu à côté de la transition. Pour moi, je pense qu'on est en plein dedans parce qu'on donne l'opportunité à des agriculteurs de commercialiser en circuit court leurs produits. Donc ils vont trouver leur public, ils vont retrouver leur clientèle et à nous de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que ce soit le cas. Ça me fait penser que le réseau Brudel, justement, a sorti un guide de bonne pratique sur la participation récemment, qui est assez complet. Oui, un guide très récent, et le réseau Brudel sort beaucoup de guides de bonne pratique tout à fait. qui ça sont vaut le coup. En libre accès sur Internet. Même au-delà de la Bretagne. Voilà. Donc vous pouvez avoir accès à toutes ces fiches de référence, à la fois sur des fiches de référence projet, mais aussi sur des guides de partage d'expérience. Donc un des derniers, effectivement, c'est sur la participation citoyenne. Et puis on fait aussi alors je dis on parce que je suis administratrice du réseau, mais on engage aussi des réflexions autour de l'intercommunalité. Enfin, Thierry en parlera, mais on va y passer justement. Voilà, autour de l'intercommunalité, des collaborations communes intercommunalité, parce que là il y a un maillon qu'il nous faut absolument travailler pour que les choses se passent vite et bien. Et bien précisément. Du coup, Thierry, vous avez remarqué que moi, je vous ai mis l'étiquette vice-président avant l'étiquette de maire, bien que chacun d'entre vous ait les deux. C'est lié au fait que Réchauffer Communauté sur la question énergétique a quand même une antériorité aujourd'hui importante et des actions très structurantes. On n'a pas tellement pris le temps jusque-là d'échanger avec vous, enfin un peu sur votre parcours d'élu, mais dites-nous un peu spécifiquement comment les choses se sont faites. Ça fait un petit moment que vous êtes en responsabilité sur cette question au sein de Réchauffer. Voilà, comment le fait intercommunal, à un moment donné, comme pourrait le dire Jackie, donne des moyens peut-être supplémentaires de faire les choses parce qu'on les fait ensemble. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'échelon intercommunal, l'échelon communautaire est primordial. Et moi, depuis le début de mon engagement politique, si je puis dire, parce que ça permet déjà de réfléchir en équipe, en groupe. On a des capacités d'action, des moyens humains, de l'ingénierie, même si dans nos territoires ruraux, on aimerait avoir encore plus de moyens d'expertise, parfois pour avancer aussi. Mais malgré tout, en se regroupant, on avance plus loin. Et puis, ça permet de mutualiser, de faire des études de faisabilité pour plusieurs communes en même temps, par exemple. Enfin, il y a cette notion aussi de mutualisation. Et puis, tout en gardant la proximité, parce que pour moi, la commune et la communauté de communes doivent être vraiment imbriquées. Et en tant qu'élus locaux, on a la connaissance, on connaît nos entreprises, on connaît nos agriculteurs, nos habitants. Donc, le bloc communal et interco... Et alors, à quoi ça ressemble à Réchauffer sur les questions énergie, justement, la manière dont vous avez abordé les choses petit à petit? Alors, peut-être retracer un petit peu d'histoire, peut-être assez vite quand même, mais parce qu'il y a eu un cheminement. Enfin, moi, je suis élu depuis 2008.
En 12 ans, moi j'ai senti qu'il y a une culture commune qui s'est aussi développée. Tu parlais de la culture à l'échelon de la commune, mais à l'échelle interco, les choses aussi évoluent. Il y a eu différentes étapes. J'ai noté quelques étapes. Moi, 2008, quand j'étais vice-président à l'environnement, on s'occupait de quoi? Eh bien, plan de désherbage des communes, le SPANC, le service public d'assainissement collectif, la mise en place des zones de développement éolien. À l'époque, on était sur des choses assez réglementaires, mais on avait besoin d'échanger entre élus sur les stratégies à adopter parce qu'on était sursollicité par des dizaines de développeurs qui allaient voir chaque maire des communes. Enfin, c'était réglementaire et défensif, on pourrait quasiment dire, à cette époque, par rapport au fait que beaucoup d'entrepreneurs venaient pour proposer des projets. Tout à fait. Et on voulait qu'il y ait de la cohérence au niveau du territoire. Donc ça a initié des discussions communes. Et puis, au-delà de ces actions, on s'est lancé dans le programme de plantation Braise-Bocage, un travail avec les agriculteurs. On a, dans la foulée, lancé une étude de faisabilité sur le chauffage de la piscine. Et on a créé, quelques années après, une chaufferie bois et un réseau de chaleur à Janzé. Et puis, autre sujet qui a été structurant à l'échelle interco, c'était les discussions autour du plan local de l'habitat. Le premier plan local de l'habitat discuté et à la suite de ça, du diagnostic partagé avec des logements vacants, des logements anciens sur notre territoire historiquement, eh bien, la volonté de rénover le patrimoine bâti du territoire, et notamment dans les petites communes. Donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat ambitieuse. On y a mis des moyens, on a eu d'autres financeurs et finalement, c'est des actions qui ont été bien identifiées par les habitants. Les habitants ont besoin de voir des actions concrètes. Oui, la communauté de communes, ah oui, c'est les aides à la rénovation de l'habitat. C'est important d'avoir des points de repère comme ça et montrer qu'il y a des actions ambitieuses et d'envergure. Donc, on peut dire que nous avons d'abord travaillé sur des actions concrètes que j'ai citées. Et puis, alors, on a en fin de mandat 2013 signé la Convention des maires, ce qui nous a amené aussi à qui est une dynamique européenne. Une dynamique européenne, et finalement, ça nous a amené à rédiger aussi notre plan d'action, à se donner à commencer à réfléchir à des objectifs et à évaluer nos actions. Et puis après 2014, j'étais toujours vice-président à l'environnement, à l'énergie. La dynamique, elle s'est amplifiée. On a poursuivi sur des études de faisabilité de réseaux de chaleur là, qui vont être mis en service là, cet automne. 3 réseaux de chaleur dans une même délégation de service public. Donc 3 réseaux donc, sur 3 communes différentes. Mais finalement, c'est le même projet et une DSP. Donc là, ça sort là, cet automne. Et c'est traité en particulier en atelier demain pour ceux qui sont intéressés. Exactement. D'autres dynamiques sur la méthanisation. Là, nous avons engagé une réflexion et toutes les autorisations sont obtenues aujourd'hui. C'est 55 agriculteurs du territoire qui sont engagés avec la coopérative agricole des Poulets de Janzé, Rochauffé Communauté qui est actionnaire, avec la SEM du SDE 35, la société Elan en lien avec la région, Engie, mais on a tenu à ce que le développeur soit minoritaire et que le projet soit vraiment porté par les acteurs locaux, les agriculteurs. Donc une dynamique autour de la méthanisation. Et puis c'est une période aussi où on a été accompagné financièrement par la labellisation territoire à énergie positive, qui a été aussi une opportunité financière pour nos territoires et qui nous a bien aidés à avancer. Et bien entendu, la structuration de notre projet politique à travers, dans le domaine de la transition énergétique et écologique, avec l'élaboration de notre plan climat air-énergie territorial, qui maintenant va être notre feuille de route. Il est validé maintenant et ça va être un point d'appui pour la suite sur cette période qui s'ouvre maintenant, puisqu'on va devoir conduire ce projet dans les années qui viennent, le mettre en œuvre. Et du coup, là, en 2020, nouvelle élection municipale. Alors, moi, j'ai été réélu maire. Je suis vice-président, mais à la transition énergétique et au climat. Donc, une nouvelle organisation politique. On a fait évoluer aussi notre structuration, c'est-à-dire qu'on a 2 vice-présidents maintenant en charge de ces questions. Moi, à l'énergie et au climat, et un VP à la transition agroécologique,
compte tenu du poids des enjeux eau sur notre territoire, on a encore beaucoup à faire et compte tenu aussi de la mobilisation agricole qu'on souhaite poursuivre. Donc cette nouvelle organisation politique, elle est aussi importante. Et ça nous aidera aussi à être présents dans des instances supracommunautaires où le territoire peut aussi partager son expérience. Notamment sur l'eau. Notamment sur l'eau, mais aussi, pourquoi pas, sur l'énergie demain. Et puis un travail étroit en transversalité avec le VP à l'économie, à l'emploi, ou le VP à l'habitat. Voilà, on a beaucoup travaillé sur la transversalité dans l'élaboration de notre PCAET avec nos services. Et là, aujourd'hui, on a l'équipe énergie, économie qui est là et qui était déjà avec nous l'année dernière aux Journées Territoire à Énergie Positive. L'année dernière et depuis un moment. Et depuis un moment déjà. En tout cas, bravo, ça montre une trajectoire intéressante de l'évolution de la manière dont les questions énergie étaient d'abord embarquées dans l'environnement et puis finalement, quand elles sont prises en compte sérieusement, se transversalisent sur tous les enjeux pour être traitées un peu partout, quoi. Ça fait envie, Annick, Muriel, comment ça se passe chez vous dans vos intercommunalités? Je pense qu'en termes de structuration, de ce que j'ai compris, ça n'est pas encore tout à fait à ce niveau d'avancement comme à Réchauffer Communauté. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez comme point d'appui, comme blocage aujourd'hui sur cette échelle? Alors, c'est intéressant ce témoignage parce que ça montre la grande maturité en fait de l'adhésion que vous avez réussi à créer sur l'équipe d'élus et de nouveaux élus aussi sur le territoire. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la grosse différence avec l'échelle communale, c'est que quand on monte une équipe pour se présenter aux élections municipales, on peut plancher sur un projet commun, le réfléchir ensemble pour le présenter à la population, ensuite l'assumer et conduire le projet. Quand on se retrouve à l'échelon intercommunal, on n'a pas cette opportunité-là. Il faut refaire le travail avec les gens qui ont été désignés pour être délégués communautaires et recréer de la culture commune, un projet au travers d'un projet de territoire. Donc le processus est long. Et donc si on a réussi à créer de la cohésion et une culture commune préalablement, c'est du temps de gagner. Nous, sur Brocéliande, le cheminement se fait progressivement. On a quand même bien avancé sur le mandat précédent avec un plan d'action autour du développement durable sur lequel on a travaillé principalement les thèmes de la mobilité, de la biodiversité, des circuits courts et de l'alimentation locale. Et puis, beaucoup de sujets autour de la trame verte et bleue dans le cadre du PLUI notamment. Le plan climat et énergie territoriale s'est réfléchi à l'échelle du pays de Brocéliande. Donc, on en parlait au déjeuner, mais c'est encore une bizarrerie pour certains, le pays, mais ça existe toujours. C'est une culture bretonne très très forte. Ouais. Donc, un pays, 3 intercommunalités qui fonctionnent bien. Donc, je viens hier d'être nommée VP au pays en charge du plan climat. Et alors que sur le précédent mandat, on avait travaillé un diagnostic, une stratégie commune avec l'idée de déployer le plan d'action à l'échelle de chaque intercommunalité, probablement que là, il va falloir encore une fois passer la seconde, voire la troisième, pour pouvoir avancer plus rapidement et plus efficacement sur un plan d'action. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des élus locaux et notamment des nouveaux élus. Sur le précédent mandat, on avait encore des gens qui disaient mais on a fait une OPA H, nous aussi on en a fait une sur Brocéliande, et c'est déjà bien, quoi. On a déjà avancé, on a déjà mis de l'argent, donc bon, tranquille. Et on est un certain nombre à considérer que non, pas tranquille, c'est qu'une première marche et il faut poursuivre. Donc cette prise de conscience collective avec des élus qui proviennent d'horizons différents, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques et les mêmes priorités, mais il faut absolument la construire et en début de mandat et pas se dire bon, on a 2 ans pour construire quelque chose, parce qu'encore une fois, on est dans l'urgence. Donc contrairement à certains autres territoires présents ici qui ont beaucoup avancé, nous on a un challenge devant nous pour pouvoir produire des actions, créer des effets leviers et permettre aux entreprises, aux collectivités, aux particuliers de s'engager. Et je repartirai avec l'idée du grand défi, moi. Comme quoi, l'idée, le principe d'avoir une culture commune, ce qui a beaucoup été évoqué pour le mener, c'est un capital initial qui est énorme, et sinon, il faut le construire. Ça se construit. Mais Annick ? Eh bien, écoutez, moi, je suis en admiration, effectivement, devant ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de créer depuis déjà quelques années. Chez nous, c'est, je dirais, un peu plus poussif. Simplement, nous avons travaillé
depuis 2014 jusqu'à 2020 au niveau de la communauté de communes, surtout sur l'habitat. Nous avons aussi une PAH et nous avons abondé, enfin nous avons vraiment avancé là-dessus en aidant à la rénovation, notamment pour les nouveaux arrivants, pour les primo-accédants. Et puis travailler aussi sur la mobilité, mais essentiellement au niveau du pays COB, au niveau donc plus élargi. Là, nous avons un renouvellement des équipes municipales qui me semble, disons, peut-être plus positif sur la transition énergétique, en tout cas plus en résonance avec ce qui maintenant devient pratiquement... Enfin, ça devrait être automatique, cette transition énergétique. Donc je sens avec la nouvelle équipe, là maintenant, cette interrogation en se disant il va falloir vraiment qu'on s'y mette et qu'on ait une réflexion plus importante. Voilà, un message d'espoir chez nous, mais nous avons largement de retard sur ce que vous avez fait. Alors c'est vrai que c'est une petite communauté de communes, 15 000 habitants. Nous n'avons pas non plus les obligations du PCAET, etc. Comme on n'a pas les obligations, on se laisse un peu vivre, hein, quoi. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Mais avec les nouveaux, là, maintenant, je sens que non, on va vraiment s'y mettre, avec notamment les agriculteurs, tout le potentiel qu'offrent les ressources, le potentiel de ressources renouvelables, oui. Mais voilà. Donc, oui aussi. Mais voilà, nous avons effectivement, je crois, cette prise de conscience est en train de se faire. Donc nous avons du retard, mais nous le rattraperons. Peut-être pour conclure cette table ronde, j'avais envisagé qu'on ait un message à vos collègues élus, un message à vos autres partenaires, mais on va faire un message tout court. Un message que vous voudriez passer donc, à vos homologues, à vos pairs, aux gens au-dessus qui vous accompagnent, à l'État. Quel serait-il ? Quelque chose qui, pour vous, vous semble le plus déterminant par rapport à là où vous êtes pour avancer sur la transition. Oui, Muriel, allez-y, du coup. Moi, je pense qu'avec les moyens dont on dispose, on a besoin, encore une fois, de faire effet levier. Et donc, on a besoin de créer des dispositifs qui nous aident à faire effet levier. Si je prends l'exemple de l'appel à projet régional revitalisation des villes en Bretagne, c'était un bon exemple parce que ça a permis à des collectivités de travailler sur des projets très précis, de présenter des dossiers et d'obtenir des financements qui ont été précisément fléchés vers un objectif. Ça a créé des frustrations aussi parce qu'il y a des collectivités qui ont beaucoup travaillé qui n'ont pas été retenues. Pour autant, je trouve ces dispositifs intéressants. Et là, sur la transition écologique et notamment sur l'énergie, on a besoin encore d'accompagnement à la fois financier pour réaliser des projets, mais aussi d'ingénierie. Parce qu'on peut parler communes nouvelles, on peut parler fusion d'intercommunalité en disant on va optimiser des moyens, etc. Moi, à titre personnel, je préfère passer du temps et de l'énergie sur la réalisation des projets plutôt que sur des questions de gouvernance. Donc je préfère rester dans mon interco à 8 et 18 000 habitants et être aidé et travailler en commun et mettre en réseau et avoir des financements pour porter des projets structurants plutôt que de passer du temps en réunion pour savoir comment est-ce qu'on va prendre les décisions. Donc je pense que ce soit l'ADEME, la région, les départements, il faut mettre tout ça en synergie, un petit peu comme ça a été fait sur la thématique de la revitalisation des centres-bourgs, pour nous permettre d'avoir accès à des financements permettant clairement d'économiser des tonnes de CO2 émises, de réduire des kilomètres et des émissions de CO2 liées aux mobilités, de déployer des projets d'énergie renouvelable. Mais je mets un point de vigilance, parce qu'aujourd'hui, dans les plans climat, l'éolien et la méthanisation sont proposés comme des solutions de base, en fait. C'est l'option de base pour tout le monde. Sauf qu'on a des signaux d'alerte sur l'acceptabilité de certains projets de nos populations locales. Et c'est vrai qu'en tant que maire, à la fois, je trouve qu'il est absolument prioritaire qu'on produise de l'énergie verte, et en même temps, il ne faut pas qu'on crée des dissensus et trop de dissensions au niveau local. Donc il faut qu'on trouve des chemins. Il faut que les habitants portent les projets même. Il faut peut-être que les habitants portent des projets, il faut qu'on se retrouve autour de la table, qu'on dialogue beaucoup, mais il faut être vigilant. Et moi, je sens cette fragilité-là pointée de manière vraiment très, très sensible. Donc un point de vigilance, et pour ça, on a besoin d'accompagnement, et il n'y a pas de...
n'y a pas de mystère, hein. Jackie en a parlé, il a parlé et il a mis en valeur beaucoup de chargés de projet, ingénieurs, chargés de mission. Et en fait, on a besoin de cette ingénierie-là, parce que si on porte une parole politique, qu'on a des ambitions, mais qu'en fait, on n'a pas de faisous autour de nous pour nous aider à les mettre en œuvre, on n'y arrive pas, quoi, tout simplement. Nous, sur le poste, on a créé un poste en commun avec 2 communes, Plélan et Guipel. On partage un poste sur la revitalisation des centres-bourgs grâce à un financement régional. Si on n'avait pas eu ce financement, on a besoin de maintenir une épargne brute correcte pour continuer à faire vivre la commune et pas l'endetter à outrance. Donc voilà, on a besoin d'appui. Et comme il y a un réseau Brudette pour les élus, il y a un réseau Taranis pour les porteurs de projets énergie renouvelable citoyenne en Bretagne. Donc, Thierry ? J'irai également dans le même sens, le soutien à l'ingénierie sur nos territoires ruraux. C'est absolument essentiel. Et je tiens à saluer les équipes de techniciens qui sont là dans la salle aujourd'hui, en général en binôme, élus et techniciens. Et c'est cette complémentarité qui est essentielle pour formaliser les projets politiques, pour conduire les projets, mener des études de faisabilité, aller à la recherche de financement, s'appuyer sur d'autres partenaires. Enfin, il y a un vrai travail et moi je tiens à saluer à l'équipe de Rochauffé Communauté, des techniciens et qui sont venus aujourd'hui, qui seront là aussi ces prochains jours avec les élus aussi qui nous accompagnent. Ça c'est primordial et donc aux partenaires financiers, la région, l'État, je leur dis, l'ADEME, continuez de soutenir cette ingénierie sur nos territoires ruraux, c'est vraiment essentiel pour faire sortir des actions, aller plus vite, favoriser la mobilisation des acteurs, ça prend du temps, favoriser l'acceptabilité des projets, effectivement, le travail de communication, il est essentiel, donc ça c'est du temps passé. Ça, c'est du temps, c'est du travail de proximité. Donc, ça ne se fait pas en haut d'une tour, ça se fait sur le terrain. Donc, on a besoin de ce soutien-là. Et bien entendu, à l'heure du plan de relance, des enveloppes, on va dire, gigantesques pour la transition, la transition, elle va se faire sur les territoires. Donc, j'espère aussi que les financements seront là aussi pour nous aider à sortir ces projets et ces innovations. Là, vous enfoncez très très fort un clou qu'on terminera de planter juste après cette table ronde. Annick, en message de clôture. Oui, je rejoins bien sûr mes collègues en disant que nous avons besoin de cette assistance, mais nous l'avons également. Donc il ne faut pas qu'ils nous lâchent en cours de route, puisque là aussi, à l'AS, nous avons répondu au projet, à l'appel à manifestation pour la redynamisation du bourg. Nous en sommes là au stade d'études avec le bureau retenu. Mais c'est vrai que cette assistance, comme j'en parlais, il y a le CAUE, il y a le FIA, nous avons l'ADEME au niveau de la transition, enfin nous sommes quand même très soutenus. Donc surtout qu'ils ne nous lâchent pas. Mais j'aurais aussi un message envers les élus, c'est que nous devons oser. Je vois autour de moi, sur mon petit territoire, des interrogations en disant « mais comment tu oses faire ça ?» Je crois qu'il faut avoir de l'ambition, ne pas se décourager. Et nous avons ce rôle au niveau de l'élu, c'est de donner aussi confiance dans la population. Elle a besoin de nous, on le ressent très nettement, elle a besoin effectivement qu'on soit un peu les coachs, puisqu'on parle beaucoup de coaching. Mais moi, je ressens ce besoin. On a la population qui est quand même relativement en souffrance par rapport à cette crise sanitaire. On sent qu'elles ont besoin d'un soutien. Et nous, élus, je crois que c'est un de nos rôles, c'est d'être ce soutien, de donner espoir, tant qu'il y a de la vie, n'est-ce pas ? Eh bien, on a tout l'espoir voulu. Et c'est ce message-là que je veux dire. Osons, ayons de l'ambition et soyons près de la population. C'est vraiment ce cri du cœur que j'ai envie de donner. Merci, ça me paraît être une parfaite conclusion. Merci beaucoup à tous les trois.